Allez, du coup, c'est reparti. On fait les ranges. Donc, on ferme la boîte de tendance. Je ne veux plus entendre parler de tendance. Je ne veux entendre parler que de range à partir de maintenant. Donc, donnez-moi du range où on analyse au hasard, puisque là, l'avantage, c'est que des structures de tendance, il n'y en a pas partout. Faut écarter les excès, tout ça, trouver le bon time frame. Mais les ranges, l'avantage, c'est qu'il y en a partout. Donc, c'est très facile à trouver. Donc là, normalement, la subjectivité doit chuter direct, puisque je ne veux pas de subjectivité dans les ranges. ABC arbitrage. Parfait. Exemple de range. Putain, elle est retombée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fout encore là? Ah, non. Bon, donc, ABC arbitrage. Range mensuel. Ok, pas besoin de se torturer les neurones. Est-ce que c'est un range neutre? Pourquoi les Vavax? Ah non, mais normalement, Vavax, on a fait amende honorable. Enfin, moi, il y a juste que les têtus et bornés qui continuent de s'opposer. J'ai plus rien contre Vavax aujourd'hui. Je l'ai en portefeuille, les gars. Je suis très content de l'avoir monté dernièrement. Je dis, je rêve que de l'avoir s'orienter vers les réseaux sociaux maintenant. Ou autre chose, hein. C'est pas comme si j'avais la science infuse, hein, mais peut-être. Ah non, mais peut-être. Moi, pour l'instant, non. Mais si j'arrive à positionner Avax dans l'écosystème, pour moi, sa place légitime, c'est effectivement d'héberger des réseaux sociaux décentralisés. Si je la vois faire ça, la semaine qui suit, je te lance un validateur, hein. Pour l'instant, voilà. Aux 2000 Vavax, je suis loin de les avoir et j'ai pas du tout envie de les avoir puisque pour l'instant, je suis au max de ce que je tolère pour Avax. Puisque pour l'instant, pour moi, ça sert à rien. C'est une bonne techno, mais elle n'est pas utilisée, donc pour l'instant, pas utile. Parenthèse refermée, pardon. Donc, les ranges. Donc voilà, ici clairement, vous devez voir tout de suite que ce range a une composante. Comment vous le voyez? Puisque je dis, il faut que tout soit rationnel. Si vous maîtrisez vos outils, vous savez les lire, il n'y a plus d'interprétation perso, il n'y a pas de... Voilà. Si je vous pose la question de justifier votre choix, doit y avoir un élément rationnel et technique qui justifie. Non, dynamique de la moyenne, ça ne me suffit pas. C'est trop subjectif. D'accord? Le but de cette stratégie, c'est de supprimer au maximum les niveaux de subjectivité. Alors, moi, il y a un truc plus clair, net et précis qui permet de répondre à cette question. C'est trop vague, les contextes, nani nanana. Non, pour moi, il y a un truc qui est bête et méchant, et quand vous entendez ça, vous savez que la conclusion, c'est forcément ça. Ça ne peut pas être neutre quand vous avez les contextes au-dessus de la moyenne. D'accord? Sur les dernières boîtes, là, vous avez les contextes au-dessus de la moyenne. Si vous me dites qu'un truc comme ça, c'est neutre, c'est compliqué. D'accord? Ça peut être neutre, mais dans ce cas-là, il faut immédiatement me recasser la moyenne et partir à 3 et quelques, voilà, et retourner dans le bad range. C'est possible, mais pour l'instant, on voit que c'est pas le cas, puisque ça a duré suffisamment longtemps, cette pression haussière, pour dire il y a quand même une fucking composante haussière dans ce truc. OK? Et la réponse à cette question, c'est pas ben, je pense que ça monte plus que ça baisse, ou voilà, enfin, toutes les merdes que vous verrez sur les réseaux. Là, c'est juste bête et méchant, d'accord? Tu sais que quand tu as des contextes au-dessus de la moyenne et que les deux montent, c'est forcément que c'est pas neutre. Ça ne veut pas dire que c'est tendanciel, mais c'est au moins neutre haussier. D'accord? Il y a une composante directionnelle. OK? Une deuxième réponse que j'aurais pu tolérer, c'est les prix n'arrivent pas à passer sous la moyenne. D'accord? C'est-à-dire que vous avez des prix qui rebondissent systématiquement sur la moyenne. La conséquence, c'est qu'effectivement, plus ça dure, au bout d'un moment, le contexte va passer au-dessus de la moyenne. Donc c'est QFD, il y a plusieurs réponses tolérables, mais la réponse doit être ça. Donc ici, vous devez tout de suite avoir, ok, c'est un range, je vois qu'on rejette les contextes, donc on n'arrive pas à avoir de notion tendancielle dans ce truc, mais c'est beaucoup plus haussier que baissier. Et si ça bascule, ça basculera sous les 5,60. D'accord? Si on s'installe durablement sous les 5,60, bah, c'est qu'on aura essayé de monter, mais ça ne marche pas. Pour réinstaller la neutralité dans ce marché, il faut basculer sous les 5,50. OK? Ben, t'es méchant. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus ou pas? OK? Je ne veux pas de surinterprétation ni de quoi que ce soit. C'est ce que vous devez être capable de faire en identifiant le contexte. Je suis sur le bon time frame. Je vois bien que c'est un range, mais je vois que ce range n'est pas neutre. Point. Ça, tout le monde doit être capable de le faire. Donc, quelle est la stratégie qu'on applique ici?
Alors, à défaut, c'est neuneux. Mais est-ce qu'on applique du neuneux dans un range acheteur? Ah non, dans un range acheteur, on ne va pas venir taper le bas du range. Là, la stratégie neuneu, c'est ce que vous appliqueriez si on casse les 5, 20, etc. Là, oui, clairement, ça va être du neuneu. Donc, c'est plus de dire, en cas d'invalidation de la structure haussière, effectivement, que là, il faut me foutre du neuneu. D'accord? Et sinon, qu'est-ce qu'on fait dans un range acheteur? Non plus, ça c'est écrit nulle part. Où se trouve la zone d'achat dans un range acheteur? On va revoir un peu les bases. Tout ça, c'est dans le fucking prési, les gars. Hein. Je vous rappelle, il y a les ranges neutres et les ranges tendanciels pour les troisièmes bornes. Voilà, vous allez acheter des signaux de tendance dans le contexte. Ok, à l'intérieur, c'est-à-dire pas sous le contexte, etc. Tant qu'on est dans le contexte et que vous avez des signaux de tendance, il faut payer. Ça marche? Ah ben, j'espère que vous le lisez, ce précis. Je vous ai fait un PDF hyper bourratif pour faire fuir les gogoles, mais je vous ai fait un joli précis bien succinct et très synthétique. C'est là qu'il faut aller. Hein. Le précis, ça doit être votre Bible, quoi. C'est vraiment quand vous apprenez, vous devez avoir le précis ouvert à côté. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'apprendre ces règles par cœur bêtement. C'est un pense-bête, le précis. D'accord? Et au fur et à mesure que vous irez piocher dedans à chaque fois, vous verrez qu'au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin d'aller piocher. En fait, ce sera intégré. Puisqu'il n'y a pas tant de règles que ça, et par la répétition, vous allez forcément l'enregistrer dans le cerveau. Ok, donc, du coup, ici, on connaît la stratégie. C'est un range acheteur jusqu'à ce que le contraire nous ait été prouvé. Donc, c'est pas non plus garanti de gagner de l'argent, c'est trop facile le trading. Si ça rompt ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça va chuter et il ne faudra pas acheter avant 3. Hein. Il dit, après, il y a l'analyse fondamentale de l'action, etc. C'est un autre domaine. Pour l'instant, tout ce que vous savez, c'est que si ça ne tient pas ici, c'est 3. D'accord? Et il ne faudra jamais acheter avant 3. Ça marche? Simple, bête, efficace. Non, non, non. Alors, on ne shorte pas, surtout pas, une action qui est en range haussier, en fait. Range haussier, ça veut dire qu'il y a quand même une composante un peu plus acheteuse dans ce truc-là que vendeuse. Pas très malin, encore une fois, d'essayer de vous opposer au marché. Attention au biais contrarien. D'accord? Dans un marché en range haussier, on essaie plutôt de soutenir, en fait. C'est pas une tendance, donc on n'applique absolument pas les règles de tendance, mais comme on l'a dit, dans ce truc-là, on essaye effectivement de supporter les contextes. Donc le trade que vous auriez pu faire à toute simplicité, c'est celui-là. D'accord? Là, c'est juste absolument easy de jouer celui-là d'achat. On se met en contexte et on regarde comment on aurait pris la décision. OK? À quel moment on décide? Moi, à la clôture de cette bougie, je prends un trade sans la moindre hésitation. Récolter les infos. Donc pourquoi? Bah là, clairement, on l'a vu, range acheteur. D'accord? On a constitution ici d'un départ de range, ça casse, mais ça ne déclenche pas de tendance. Donc, bah, qu'est-ce que je fais ici? Je suis obligé d'appliquer la structure de range acheteur. Hein, j'ai quand même une composante haussière. Donc ici, comme on l'a dit, c'est pas bien compliqué. J'arrive dans le contexte. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vise? D'accord? Donc là, le premier truc qui doit vous marquer, comme on l'a dit, la moyenne monte, les prix sont au-dessus de la moyenne, et on revient effectivement tester cette moyenne avec un contexte ascendant. Si vous voulez trader un range haussier, c'est maintenant que ça se fait. OK? Pour ça, il vous faut une gestion du risque, c'est-à-dire normalement un signal de tendance sur le canal de tendance. Et être dans le contexte acheteur. Donc là, le canal de tendance, on ne le voit même pas tellement on est en train de lui foutre une quenelle.
Niveau signal de tendance, bon, bah là, tu es carrément survendu, donc voilà. Et qu'est-ce que tu as d'autre pour gérer ton risque? Non, voilà, la target de break. C'est hyper important. C'est plus de dire ici, hein, j'ai pas de signal. Donc là, je peux pas trader, on est d'accord. Donc, c'est pas possible de trader sans signal. Donc là, si je trade sans signal et si je veux trader ici, ma gestion du risque, c'est la target de break qui vient compenser l'absence de signal. Donc déjà là, est-ce que je fous 2% de risque? Pas possible, d'accord? Là, si je prends ce truc-là, je sais ce que je vise, d'accord? Et il est hors de question de foutre 2 fucking % de risque. C'est pas possible. Ok. Là, on peut y aller, 1% de risque, et on sait que si jamais ça dégomme, ça va où? Ah bah, direct là, hein. Et là, j'ai mon deuxième trade. Donc pourquoi je mets qu'1% de risque là? Parce que je suis prêt à mettre 1% là-bas. Et dans ce cas-là, je jouerai de la bonne vieille borne de nœud avec un retour à 50% et je sors les deux en gain et terminé, je ne veux plus en entendre parler. Ok? Je sais ce que je fais. Si ça réagit ici, qu'est-ce qui va me permettre de dire que que c'est bien? Donc là, on recommence. Donc comme on faisait tout à l'heure. Si je prends ce trade, ok, donc j'achète là, ok, j'achète ici. J'achète que 1% parce que je peux clairement pas faire mieux que ça. Quelle est la suite? Comme je dis, pour ma part ici, ça va être tout de suite. J'ai déjà un ordre là pour la borne. C'est-à-dire là, j'attends pas que le prix il aille ici, etc. Je suis déjà sous les contextes. Donc là, je sais tout de suite, j'ai un ordre là en attente à 3,15. Ok? Qu'est-ce que je fais après à partir de là? Je dis, il faut toujours avoir deux actions dans le marché. Si ça monte, si ça baisse, qu'est-ce que vous faites? Ici, si ça baisse, bah, je sais que j'achète là. Point barre. Je ne me pose même pas la question. J'ai déjà l'ordre en attente au cas où ça se produit, parce que ça peut très bien se faire avec une mèche basse. Et d'accord? Donc j'ai déjà l'ordre et j'attends. Qu'est-ce que je fais si ça monte? Alors, la médiane NCO, pas la moyenne. Voilà. Ah non, à partir de là, je vais attendre validation. D'accord? Si ce trade, il est bon, il va aller frapper le canal de tendance. Tout ça, c'est dans le précis. Hein. Regardez, on va le refaire, parce que comme ça, moi, vous l'aurez. Et vous le précis. Hop. C'est comme ça que vous devez bosser. Hein. Tant que ces règles ne sont pas dans votre tête, je préfère que vous les ayez dans le précis. Puisque lui, il finira bien par rentrer dans votre tête. Par contre, je ne vois pas où il est. Pourquoi il ne s'ouvre pas? Ah, autant pour moi. Donc, guide de stratégie, on est ici dans les ranges, dans les troisièmes bornes, et on est sur de la troisième borne tendancielle. Ok? Donc là, je rappelle, hein, j'ai sauté toutes les étapes. J'espère que vous ne les sautez pas et que vous prenez le temps de tout vérifier correctement. Sinon, ça ne va pas. Donc là, en l'occurrence, on a pris le temps de tout vérifier. Ok. Donc, ok, à partir de là, on fait tout notre délire, on vérifie tous ces trucs. Donc, comme on l'a dit, nous ici, on peut clairement pas prendre 2% de risque, mais après, validation. Rejoindre le canal de tendance opposé ou effectuer une clôture au-dessus de 52% de contexte. Donc, qu'est-ce que je fais là? Ici, je programme mon alerte. Ok? Je prends mon petit pro alerte, puisque là, j'ai deux conditions. Donc, je vais utiliser deux conditions. Donc, je vais faire sur le time frame de contexte, clôture au-dessus des 50% de contexte. Above 50% channel. OK? Ça marche. Deuxième condition, ça va être sur le canal de tendance de le retourner, par exemple, ou au moins de clôturer au-dessus. OK? Ça marche? Je veux clôturer au-dessus du channel sur le canal de tendance. Enfin, sur l'UT de tendance. OK. À partir de là, la logique, c'est et, puisque, pardon, c'est ou, c'est l'un ou l'autre. Alors, voilà, donc un ou deux, ok? Je finis mon truc, etc. Est-ce que je veux la clôture, etc. Tutti quanti. Ok, donc là, après, je génère mon alerte et tac, ok. Et à partir de là, alors je peux vérifier qu'elle est bien gérée. Dans ce cas-là, vous faites le show historical alert pour voir si
Ça, c'est bien bon. OK. Bon, là, évidemment, ça signale à chaque fois parce qu'on est au-dessus des 50% de contexte. Hein, OK. Mais donc, on voit que là, l'alerte, elle se comporte à peu près comme on voulait. OK. Donc, je peux virer ça et je peux déclencher mon alerte. Ah oui, bah, évidemment. OK. Bon, là, du coup, je crée mon alerte déclenchée sur ProAlerts. Ça marche? Enfin, normalement, ça doit être assimilé par tout le monde. Alors, bon, ProAlert, c'est plus que, comme je vous dis, quand vous êtes sur des gros time frames comme ça, ne faites pas ProAlert. Le problème, c'est que ProAlert, ça va vous immobiliser des alertes. Vous avez des comptes vous avez des comptes payants chez TradingView, mais vous avez peu d'alertes. Moi, je m'en tamponne. J'ai le compte Super Premium, mes couilles, je peux en mettre autant que je veux des alertes. Et puis surtout, vous, vos alertes, elles expirent. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier que quand vous générez des alertes, vous, à la fin du mois, elles disparaissent. Donc, sur des gros time frames, n'utilisez pas les alertes. OK? Bon, de toute façon, je travaille là-dessus. On va vous proposer un service pour le faire à terme. J'espère. Mais bon, ça prend un temps fou pour faire ça et j'en rêve depuis des années. Mais bon, bref, à terme, j'espère que vous pourrez avoir un putain de dashboard dans lequel vous pourrez me donner vos alertes et on les fera tourner pour vous. Parce que c'est une arnaque de voir le prix que ça coûte chez TradingView. Euh, En attendant, mais vous le faites à la main, d'accord? Vous tenez un carnet de trading dans lequel vous savez que ce machin-là, à chaque fin de mois, ça fait partie des actifs que vous devez regarder. Et tu passes vite sur le graphique et tu te le notes ici. Tu vois, par exemple, tu mets validation si clôture au-dessus des 50% de contexte et machin. Et tu le mets dans ta liste d'actifs à regarder tous les mois. Tu te fais une liste mensuelle. Et tu sais que tu n'en as rien à branler de ces actifs-là tant qu'il n'y a pas une clôture mensuelle. D'accord? Puisqu'on étudie toujours les clôtures de bougies. Donc tu sais que ça, c'est ta liste à vérifier une fois par mois. Même si tu as 50 actifs dedans, oh, ça veut dire qu'une fois par mois, tu dois regarder 50 actifs, en sachant que la plupart des actifs que tu vas passer, tu vas faire suivant, 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 parce que tu ne seras pas dans la zone d'intérêt. Donc, franchement, je pense que c'est à la portée de tous les humains. De là à aller payer 7 ou 800 balles par an pour avoir le super premium machin, je pense encore une fois que vous aurez un bien meilleur usage de ces 700 balles à les utiliser comme capital de trading. Sauf si vous êtes blindax. Je veux dire, encore une fois, si vous avez 200K, vous n'en avez rien à foutre de payer 700 balles machin pour avoir des alertes illimitées. Faites-le dans ce cas-là. Mais encore une fois, voilà, si vous payez pour des services, assurez-vous d'avoir le capital qui vous permet de le faire. Sinon, essayez surtout d'utiliser votre capital pour trader. Hein, voilà. Donc, si tu n'as pas 200K, tu prends surtout pas les trucs super pro, machin, de premium de TradingView. Tu prends le minimum syndical et comme tu as du coup peu d'alertes, essaie de compenser ça. Voilà. Toujours pareil, normalement, un service, c'est quelque chose que vous devez être capable de faire vous-même avec un petit peu plus de friction. Voilà. Là, ça demande de gérer correctement son suivi d'alerte, etc. Mais l'avantage, c'est que ça, c'est gratuit. Hein, voilà. Bon, revenons. Donc ici, je sais ce que je veux. Clôture au-dessus du contexte. D'accord? Ou canal de tendance. Pardon, le stop loss. Essentiel. Je reviens là-dessus. Donc, merde. Et où mon précis? Et un petit. Ah non, mais relance pas. Putain, il m'a lancé 2 fois cet abruti. Bon. Donc, range. On revient, troisième borne et tendanciel. OK. Le stop loss. Reporter la taille du canal de tendance à partir de la clôture précédente. OK. Donc là, bonjour la taille du canal de tendance. Ton stop loss, il est à peu près par là. OK. De toute façon, comme on sait qu'il y aurait un autre trade ici, il ne faut pas mettre un stop loss au-dessus. Ce serait un peu con. Donc là, on va dire, mon stop loss, il est grosso merdo par là, et je ne me prends pas trop la tête. Comme je dis, je suis dans un range. Donc là, celui qui est en train d'intellectualiser le bordel, je lui souhaite bien du courage. Il y en aura plein sur les réseaux qui vont vous dire, mais non, mais faut pas acheter, faut pas... Tu les emmerdes, tu fais ton taf, et tu ne regardes pas les autres. OK. À partir de là, toi, tu sais ce que tu vas faire. D'accord? Tu sais où est ton stop, et tu n'es pas en train de miser la maison sur un trade, et tu emmerdes les blablateurs des réseaux. Ils ont leurs raisons de trader et on s'en fout. Toi, tu as les raisons de trader ton portefeuille et qu'à cela ne tienne, ils n'ont pas accès à tes fonds. OK. Donc, c'est validé. Ça marche. Enfin, jusque-là, ça doit aller. Punaise, mais je vais devoir le... Ah, mais non, mais il me l'ouvre à chaque fois, le bâtard. D'accord. Autant pour moi. Alors, attendez, je vais éviter de faire n'importe quoi et de l'ouvrir 15 fois. OK. Je vais me le glisser légèrement à droite, là, comme ça, je pourrais le récup. OK. Donc, on avait dit, on retourne toujours sur le même truc. Vous avez vos règles là-dedans. OK. Confirmation. Le prix atteint le contexte opposé ou déborde le point bas précédent. OK. Donc, bon, à ce stade-là, pour nous, la deuxième borne, elle est là. Donc, pour l'instant, on est validé. Qu'est-ce qu'on fait à la validation? Attention, les cocos. Déplacer le stop loss et ou TP partiel.
Donc, qu'est-ce que je fais ici? J'ai le choix, je fais un TP partiel ou je fais un déplacement du stop. Mais je ne peux pas n'en faire aucun des deux. Hein. Je vous rappelle, à la validation, mon risque doit être réduit, que je le veuille ou non, je ne peux pas maintenir le risque initial de la position. Donc mon stop loss, il est là, et dans tous les cas, il doit bouger. OK? Et où je fais un take profit. Donc je fais quoi? Je vous laisse juger. Je fais quoi? Récoltez les infos et prenez une décision de gestion. Là encore, il n'y a pas de réponse unanime. Ça dépend de votre appréciation et de votre sensibilité au risque. Ce que vous savez par contre, c'est que ce n'est pas libre d'interprétation. Ce n'est pas le chaos total, oh, j'ai fait ce que je veux. Non, non. Dans tous les cas ici, c'est au moins le risque proche de zéro. Je vous rappelle, la validation, ce n'est pas risque zéro. D'accord? Ceux qui me foutent les stop-loss à break-even en validation, je vous déteste, les gars. C'est écrit nulle part, voire même c'est l'inverse que je vous demande de faire. D'accord? Donc, c'est à la confirmation du trade qu'il y a zéro risque de perte. Mais là, on réduit le risque. La validation, elle sert à réduire son risque. Et où encaisser un bénéfice partiel selon votre bénéfice. Donc là, je me fiche de savoir ce que vous faites, il faut juste que vous répondiez à ce critère principal. Je veux voir le stop-loss bouger, et après, à vous de voir. Je vous donne différentes solutions qui, pour moi, fonctionnent. Solution number one. Est-ce que je prends des profits? Pour moi, non. Effectivement, ce ne serait pas très très malin. Ok? Mais pourquoi oui tu peux? Alors oui tu peux, mais c'est débile. Ça sert à quoi? Si à ce stade-là tu prends un profit, tu vas donc payer ton stop loss, c'est-à-dire ton risque qui revient à zéro. Rappelle-toi, le risque zéro dans un trade acheteur, dans un trade de range acheteur, c'est à la confirmation que tu dois être à ce stade. Donc, si tu me payes ton stop loss là, c'est-à-dire tu me fous un tout petit stop loss et tu encaisses déjà un bénéfice, pour moi, tu es déjà en gestion de confirmation. Alors que ta confirmation, c'est quand tu vas péter le fucking point bas. Donc pour moi, tu es beaucoup trop en avance sur la gestion du risque. Tu réduis tes bénéfices, là, en fait. À vouloir réduire ton risque trop vite, tu réduis surtout les bénéfices. Donc oublie pas que ma stratégie, elle est construite pour cadrer ta gestion du risque. Ça ne t'interdit pas de faire un take profit, mais pour moi ici, ton take profit, il doit être inférieur à la taille de ton stop loss. Tu dois toujours avoir du risque dans ce marché, mais un risque faible. Donc, autre option. Je ne bouge pas le stop loss et je fais un TP 50%. Ou 30 et quelques pourcents. Et je paye une partie de ce stop loss. OK? L'essentiel, c'est qu'à la fin de votre étape de validation, le risque soit réduit significativement, si c'est possible, hein, d'accord? Parce qu'il y a aussi les cas de figure où vous rentrez et puis ça valide quasiment sur votre prix d'entrée. Là, vous n'allez pas beaucoup pouvoir réduire le risque. Vous réduisez au maximum sans faire n'importe quoi, mais le but, c'est pas d'être hors risque à la validation. Et c'est hyper important que vous capiez ça, les gars. Cette gestion du risque, ce sera la même pour tous les fucking trades de ma stratégie. D'accord? Validation égale, je réduis mon risque, mais je ne me mets pas en risque zéro. Confirmation, je ne veux plus aucun risque, il ne doit y avoir qu'un bénéfice ou une perte nulle à partir de la confirmation. Et ça s'appliquera à toutes les patterns. Donc, apprenez ça dès le début, c'est essentiel. OK? Donc là, je suis validé, je veux une réduction du risque, et à partir de là, récolter les infos. Là, je suis suracheté, fin de cycle, mais en attendant, voilà, j'arrive sur la borne éventuelle de mon range si c'était neutre. Clairement, pour ma part, ici, il y a plein de solutions. Moi, ici, c'est mon choix perso, mais comme je vous dis, il y a plein d'options là, mais vous ne pouvez pas juste faire ce que vous voulez. Moi, honnêtement, sur un truc comme ça, je vais remonter un peu mon stop. Ok, je pense maintenant que ce trade-là, il n'a pratiquement aucune chance de se produire, donc je vais remonter mon stop par là. Mais je ne vais pas m'amuser à me mettre un stop dans la dump zone, puisque je sais qu'on peut y arriver, et je vais me faire un petit TP 25-30% pour me garantir quand même mon truc. Je vais pratiquement payer mon stop loss. Ok? Mais je ne réduis pas trop mon risque. C'est-à-dire que plus je fais de TP, plus je limite mon gain, puisque je vous rappelle, pas oublier objectif, récupérer ses profits dès que le prix se trouve sous le point bas précédent, sous les contextes acheteurs. Bon là, évidemment, on renverse, donc au-dessus des contextes vendeurs, etc. Ok? Donc, dès que j'ai un signal momentum plus un triangle de machin, il faut se barrer sans réfléchir. Donc, mon objectif, il est là-haut. Plus vous faites de TP ici, plus vous réduisez le bénéfice. Donc, attention à ne pas m'en sortir tout le temps. OK? Voilà. Bon, en attendant, je suis validé.
je fais mon TP pour ma part. Voilà. Là, clairement, quand vous avez ce genre d'information, target de break, vous êtes dans la zone neuneu. Voilà. Là, pour moi, c'est clairement, là, j'ai l'information de gestion du risque. Là, il faut faire un TP. Si je n'ai pas déjà fait ma gestion du risque avant, là, je fais un petit TP. OK? Mais on l'a dit, là où je dois être confirmé, c'est quand je rejoins le sommet précédent. Donc, c'est-à-dire, si j'arrive là, à 7,42, c'est là où je sais que, par contre, je dois être soit stop à break-even, soit stop win, mais dans tous les cas, mon stop doit être payé. Ou alors, je remonte le stop au-dessus du cours d'entrée. Hein. C'est une autre option. Hop! Ça marche? Gestion du trade, là, si tu n'as pas un fucking stop ABE ou un stop payé, il y a un problème. Là, tu dois plus perdre d'argent. Tu as pris le risque d'un range acheteur, tu n'avais pas des signaux foufou, donc tu as mis qu'1%. Là, ça marche. Ça marche. Donc là, tu attends l'objectif, mais dans tous les cas, si ça rechute, tu ne peux pas prendre de perte, bordel. C'est long, hein, je vous rappelle, une bougie, un mois. Hein. Donc là, le mec qui est dedans, il pète une durite. Hein. Vite, vite, mon objectif, etc. Bon, là, je ne vais pas vous la refaire, mais ABC arbitrage, il y a quand même un gros dividende. Donc je te rassure, là, le temps rapporte une douille. Mais hors ça, hein, d'accord, restons pragmatiques. Si tu analyses juste ce graphique tel qu'il est, sans me faire d'interprétation fondamentale pour faire le mariole sur les réseaux, ouh, et on n'est pas passé loin encore, hein, mais on n'arrive toujours pas à clôturer au-dessus du contexte. Et pour l'instant, je suis toujours à break-even. Et j'ai toujours la moitié de mon trade dedans, hein. Voilà. OK? Bon. Il y a besoin de faire le point pour l'instant sur ABC arbitrage ou c'est compris? Comprenez bien que là maintenant, effectivement, si on vient rompre les fameux 5,60, tous les mecs qui sont là vont se faire stopper en plus. Effectivement, la direction prochaine, c'est 3,15. Hein, si ça casse. Mais en attendant, c'est un range acheteur. Et tous les boules, là, ils attendent juste que ça tape là, 9, 10 et quelques compagnies. Et il n'y aura pas de vendeurs tant qu'on n'ira pas là-bas. Hein. Et en attendant, tous les mecs qui sont là-dedans, ils prennent un dividende. Moi y compris, hein, ABC, c'est un gros portion, c'est une bonne portion de mon portefeuille. Hein. Non, vous faites comme vous voulez. Je dis, mais là, il ne s'agit pas d'interprétation perso, etc. C'est juste de dire, un point, moi, devant les yeux, ça c'est un range acheteur, et je lâche que dalle sur ABC tant qu'on n'est pas en train de clôturer au-dessus des contextes. Et je me tamponne total de savoir quand ça va se produire. C'est un range, donc je ne cherche pas à maîtriser le timing, je sais juste que normalement on doit y aller, point barre. Ça vous va? Et ça, normalement, vous êtes capable de le faire tout seul. Hein. Ça, il n'y a pas besoin d'un mec derrière qui vous explique tout, qui vous donne des leçons de trading avancé. Non, non, ça, normalement, avec juste un tout petit peu de compréhension de la stratégie, vous faites ça tout seul, sans aucun problème. Non, alors, ce que tu comprends pas, c'est que tu mélanges l'application et l'apprentissage, Mob. Apprends d'abord, et dans ce cas-là, peu importe le support. Tout ce que tu dois manger, c'est du graphique. D'accord ? Bouffe du graphe, identifie des structures, apprends à répéter cette opération un grand nombre de fois et à maîtriser tes décisions de gestion du risque. À partir de là, se pose le deuxième problème, le cas d'application. C'est-à-dire, concrètement, c'est bien beau d'apprendre le trading, mais comment je gagne de l'argent ? Ok ? Donc moi, je vous l'ai dit déjà, mais je le dirai de plus en plus dans la formation V2, si vous commencez à me faire cet apprentissage pratique, vous allez dans le mur. Parce que ce n'est pas une grande nouveauté, d'accord, que les traders débutants perdent tous de l'argent. Donc peut-être qu'il faut que vous compreniez qu'à force de vouloir pratiquer sans maîtriser, vous allez surtout griller du capital, et que ce n'est pas en pratiquant le trading qu'on apprend. D'accord ? On apprend en bouffant des graphiques d'abord, on apprend à structurer son raisonnement, et ensuite, quand on commence à maîtriser, on envisage d'exploiter son capital et de l'exposer. Pas avant. Donc arrêtez ce délire-là des mecs qui vous disent « Allez, faut trader, c'est comme ça qu'on apprend ». Non, non, ces mecs-là, la plupart du temps, ils sont affiliés, donc ils gagnent juste de l'argent quand vous tradez. C'est pour ça qu'ils vous font trader, d'accord ? Ils vous obligent et ils vous forcent à trader parce que sinon ils ne sont pas payés.
Voilà, hein, vous voulez savoir comment ça se passe derrière, ben ça se passe comme ça, d'accord? Moi, au moins, l'affiliation, vous savez comment ça fonctionne, de A à Z, et j'ai mis 5 ans avant de me décider à le faire. Alors que les autres, des demandes d'affiliation, je vous ouvre ma boîte mail, hein, j'en reçois 4 par jour. Donc, les brokers de merde qui veulent être affiliés à droite à gauche, qui vous filent 600 boules à partir du moment où les mecs juste ouvrent des comptes, tu comprends bien que d'un point de vue économique, c'est des mecs qui vous enculent. Donc, il faut éviter ce genre de conneries, d'accord? Et les mecs qui vous vendent ces services, tu crois quoi? Qu'ils sont bêtes? Non, non, ils voient juste leur intérêt, c'est-à-dire le compte en banque qui se remplit quand vous ouvrez des comptes et que vous perdrez votre argent. Donc, ces gars-là, ils vous apprennent pas à trader. Ils s'en fichent juste de vous. C'est tout. Donc, on fait pas ça, ok? On n'apprend pas en tradant. On apprend à trader et après, on expose son capital. Ça va vraiment pas du tout ensemble, ok? L'apprentissage avec une exposition en capital, ça sert à maîtriser les biais psychologiques. Et ça, c'est ce que je vous apprends dans la stratégie. Je vous ai dit, d'abord, on apprend la technique d'un contexte, après, on pratique en argent réel avec tout petit montant, parce que là, dans cette deuxième phase, la pratique d'un contexte, ça va introduire les biais psychos. Ok? Ça, c'est quand même à la base des premières vidéos de formation. Ça marche par séquence. D'abord, j'apprends à maîtriser le contexte. Là, il n'y a pas besoin de mettre d'argent. Je bouffe du chart, je fais du replay, j'apprends en groupe, etc. Discord, peu importe. Une fois que je suis à l'aise sur le contexte, j'apprends à le pratiquer en argent réel. Et là va venir le biais d'impatience et d'incertitude. Je vous ai donné toutes les clés de maîtrise de ces biais pour les identifier et les contrecarrer si possible. Et après, une fois que vous savez pratiquer ce truc-là en argent réel, que vous avez expérimenté les biais et que vous arrivez à les maîtriser, eh ben vous pouvez trader tout seul. C'est ça le truc. Ça veut dire que ce contexte-là, vous le maîtrisez en application pratique, parce que vous avez appris à le maîtriser d'abord, et qu'après vous l'avez pratiqué, et que vous vous êtes assuré que les biais ne viennent pas impacter votre trading. Et à partir de là, vous pouvez commencer à trader ce truc-là avec 1-2% de capital d'exposition tranquille. Ok? C'est comme ça que ça marche, le trading. Il faut pas, pour moi, il n'y a pas d'autre méthode. Alors, enfin, il y en a d'autres. Chaque coach va avoir sa méthode. Moi, c'est la méthode avec laquelle je vous enseigne. Préserver le capital avant toute chose, au lieu d'essayer de foncer tête baissée comme des débiles. Ok? C'est un travail de longue haleine. Formé au trading, moi je vous le dis d'ailleurs, c'est parmi les premières vidéos. Ok? Le minimum pour commencer à voir une différence dans votre approche du trading, c'est 6 mois. Pour ça, je vous dis, il ne faut pas vous lancer à moins de 6 mois. Sinon, enfin, pour moi, c'est juste une vague à l'âme. Vous allez passer de stratégie en stratégie jusqu'à la fin de vos jours et bon courage. Donc, au moins 6 mois pour commencer à voir un changement d'approche du trading. On commence à structurer et effectivement, au lieu d'aller sur des décisions aléatoires et de l'incertitude en permanence, on commence à maîtriser des règles et on est capable de les appliquer. On commence à identifier sans problème ses premiers contextes, etc., etc. Voire on commence, j'espère quand même qu'au bout de 6 mois, vous avez commencé à trader les contextes les plus faciles en autonomie, avec des petits montants. Ok? Mais formé au trading, moi je suis honnête avec vous, putain, c'est au minimum 2 ans, quoi. Avant que vous soyez autonome en exposition du capital sur des stratégies type intermédiaire. C'est-à-dire, normalement, au bout de 2 ans, vous devez être capable de trader les tendances en autonomie avec 1-2% de capital. C'est-à-dire, je maîtrise la structure de tendance, je sais l'identifier, je sais la séquencer, je sais la trader. Je l'ai déjà tradé avec des petits montants et j'ai déjà expérimenté les biais de tendance. Et je sais les identifier pour ne pas en être la victime. Et à partir de là, c'est parti, les gars. Feu. Voilà. Et je vous jure, en 2 ans de formation, vous serez déjà bien meilleur que la plupart des gogoles qui circulent sur les réseaux. Hein. Et vous faites juste de la tendance. Hein. Donc là, on ne parle pas d'aller faire le gogol, à faire des revers, vendre des bulles, acheter des points bas, vendre les points hauts. Non, non. Je parle juste de suivre les tendances correctement, sans l'aide de personne. Voilà. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin et vous ne dépendez de personne. Parce que c'est bien beau d'aller chez les gourous du trading qui vendent des signaux, mais entre guillemets, ces gars-là, à partir du moment où ils s'en vont, vous ne pouvez plus vivre. Donc non, moi je vous apprends à bouffer comme des grands, pêcher vos propres poissons, et si moi je m'en vais demain, vous êtes capable de vivre comme des grands. Ok? Après, c'est mon approche. Je vous dis, vous pouvez être pas d'accord, je m'en fous. Il y a plein de formateurs, je m'en tamponne. Vous allez où vous voulez, personne ne vous force. Hein. Vous payez rien en fait ici. Donc, je vous apprends à trader, démerdez-vous quoi. Vous payez les indicateurs. Bon, ça encore, comme je vous dis, de toute façon, je fais tout pour que ce soit abordable. Et puis, si c'est pas le cas, vous tracez vos canaux à la main, quoi. Je veux dire, là, franchement, il n'y a pas besoin de se tordre le cul pour comprendre qu'il y a un canal, quoi. Enfin, ces lignes-là, là, vous êtes capable de les tracer à la main, non, quand même? Enfin, je pense que c'est à la portée de tout individu de savoir faire ça. Non? Enfin, vous me dites si mais je pense que tout le monde est capable de faire ça. Ok? Donc bon, voilà, il n'y a rien de magique là-dedans. Hein, que j'ai dit, la stratégie, elle marche très bien sans les contextes. Hein.
pouvez vous démerder de les tracer à la main. Ok, bon, ABC, c'est plié, d'accord? Donc, ABC, objectif, c'est toujours là-haut. Le dernier trade en date, il est toujours là. Il y avait éventuellement un petit rappel ici pour ceux qui voulaient, hein, fancy X sur les contextes, mais alors là, il fallait être bien accroché pour acheter ça pendant le Covid aussi. Mais voilà, et donc ça va où ce truc? Est-ce que ça va là? Bah, peut-être. Si ça va là, moi, j'hésite pas à racheter à 3 balles, hein. Et dans tous les cas, je vendrai à la médiane à 5, hein, c'est un range. Donc, je ne vends pas dans la partie basse du range. C'est moi, un truc comme ça, je doublerai ma position si on va à 3 dollars, mais je ne vais pas vendre au milieu, hein. Tu y crois quoi? Ça file du dividende. Par contre, bah, j'attends sagement que ça déborde les 9. Et quand ça déborde les 9, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors la bite à l'air? Ouh, je suis millionnaire. Non, non, je prends mes fucking bénéfices. Taking profit en 2017. Sur ABC? Ah, ici? Là? Oui, eh ben, comme on l'a dit, tu avais un take profit optionnel selon la gestion du risque que tu as fait avec ta validation. Ça veut dire, bah, ici, si tu faisais un TP, c'était forcément un petit TP, d'accord? Par là, voilà, tu avais un petit TP à faire, mais il fallait au moins gérer le risque, c'est-à-dire réduire ton risque. Il fallait au moins me bouger le stop loss et ou moduler un take profit. Mais sans être trop agressif au point de limiter tes gains. Le but ici, c'était pas d'être hors risque, mais d'avoir un risque réduit. Proche de zéro si possible, mais pas à zéro. Ensuite, venait la confirmation ici. Là, c'était quoi que tu fasses, je veux plus de risque de perte. T'es soit stop à break-even et t'as fait aucun take profit, soit tu as fait un take profit et tu peux encore avoir un stop sous le prix d'entrée, mais dans tous les cas, le take profit doit couvrir la perte si le marché devait prendre ton stop loss. Ça se calcule facilement, ça, hein. Je veux dire, bon, si tu as payé ici, d'accord, que tu me mets ton stop loss là. Bon, concrètement, ton stop loss ici, il va te coûter, on va dire, admettons que tu as mis 100 balles. Enfin, je sais pas, putain merde, ça se calcule normalement. Sinon, vous prenez les outils de TradingView, tiens, voilà, de mémoire, voilà, ils vous le font. Donc, tu as acheté, on va dire, à peu près par là, ok, à la clôture de la bougie. Admettons que maintenant, tu me fous un stop loss là, si on y arrive, voilà. Peu importe, hein, je te dis, peu importe où tu le mets, ok? Il s'agit juste de dire, voilà, si tu es à peu près par là, si tu take profit 100%, ok? Alors merde, normalement, il y a moyen d'avoir... Ah oui, compact mode, je l'enlève. Ouais. Closed PNL. Ok, voilà. Là, tu gagnerais 1,91 et le stop te coûte 0,69. Voilà, bon, tu fais le calcul, tu sais combien il faut TP pour payer ce stop loss. Ok? Ça marche? Tu fais ça à la confirmation, hein. Donc, comme on est d'accord, normalement, tu dois prendre cette décision-là. Là, tu gagnes 2,77, tu risques 0,69. Je veux que tu sortes les 0,69. Ou alors, tu me montes le stop à 0. D'accord? Mais je veux le risque inférieur à ce qui est déjà mis en place. Voilà. Démerdez-vous. Enfin, je veux dire, moi, à ce stade-là, si vous ne savez pas faire ça, c'est des maths de base, quoi. Enfin, c'est comme un problème de maths que je donnerais à mon fils. Et, pas encore à mon fils, mais c'est problème de maths de primaire, quoi. Donc, normalement, vous devriez être capable de faire des produits en croix. Donc, j'estime que vous êtes capable de le faire. Sinon, vous vous sortez les doigts et vous apprenez à le faire. Allez, on avance. Carbios. LCRB, ok. Ah bah, je l'ai en portefeuille, moi, celle-là, d'ailleurs. Carbios. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? C'est pas du range? Ah, désolé, vous avez des contextes, des moyennes qui montent, c'est pareil. Ça, c'est au mieux, c'est range acheteur, et vous pouvez me faire la même turbine la même turbine que ABC. Ou c'est de la tendance. Mais ça, désolé, pas du range, les gars, hein. Ah non, ça, c'est tendance, tendance, hein. Alors, DYDX. U-Model. Alors, DYDX. Donc, ce serait hebdo. Bon, c'est un beau bordel ici, mais faisons abstraction d'eux. Dans ce cas-là, bon, est-ce que je peux vraiment prendre les points bas là? Non, on est d'accord, c'est foutoir là. Donc, je veux bien déjà prendre le point haut, mais il faut être accroché. Je prendrai plutôt le point bas ici. Et à partir de là, voilà. Pour moi, stratégie DYDX, bête méchante, sans trop se prendre la tête. En market cap, parce qu'il y a énormément de dilution sur le token supply.
Voilà. Moi, pour moi, c'est un truc qui baisse pour l'instant. Ça n'a pas de structure tendancielle, hein, parce que je n'ai pas la moyenne qui sort des contextes et tout ça. Ça a une structure relativement tendancielle. Ça manque un peu d'historique en hebdo. Mais si j'ai bien un range hebdo, il est où le prochain trade? Là, moi, le DYDX, je te le dégomme à la vente à 1,2 milliard de market cap. Hein. Je sais qu'il y en a là qui se trombinent le cerveau pour dire ouais, trop cool, etc. Mais je te short le bordel à 1,2 milliard. Hein. Donc, qu'on soit clair, hein, d'accord? Ça, pour moi, c'est du pur neuneu. Ça trade au-dessus du contexte sur la borne opposée, je dégomme. Hein. Et il n'y aura pas de réflexion compliquée pour ma part ici. Hein. Je dégomme et je TP à la médiane. Hein. Je ne viserai pas à l'autre bout, etc. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre comme strat? Tac, tac. Donc, toujours pareil, dans un contexte, je dois avoir un achat, une vente. Là, la vente, je sais qu'elle est là, hein, clairement. Ça, c'est short qui peut, et je ne réfléchirai pas plus que ça. Achat, bah, j'aurai éventuellement le repli de nœud. Il faut que ça vienne clôturer là-dedans, que ça se replie ici. Là, je pourrais jouer des achats. OK? Ça va pour tout le monde, ça? Pour moi, pour le repli de nœud, donc là, pareil, on reprend son prési. Comme ça, on a toujours ses règles de gestion sous la main. Donc là, si je repars sur du nœud, si je veux faire un repli nœud, ok, le prix doit être proche du contexte. Donc, dans quel contexte je vais appliquer le repli nœud? Donc, soit là, on prend du temps, on va me renverser ces contextes. Dans ce cas-là, je pourrais racheter le repli nœud en 2024, d'accord? Soit je le fais en daily, ok? Ça marche pour le daily? Ok? Là, ici, je pourrais appliquer mon repli nœud. Je serai en train de trader proche du contexte. Donc ma gestion du risque, elle devrait être faite en hebdomadaire si je veux faire un repli nœud. Et en mensuel, si je veux faire la borne. Et de toute façon, comme en mensuel, mais vous captez que pourquoi c'est important d'être sur le bon... Ah pardon, en hebdo. C'est important d'être sur le bon time frame. Ici, la borne, elle va être en hebdo. Ok? Parce qu'en hebdo, j'ai déjà les contextes ici et que ça, c'est ce que je connais sans problème pour la borne nœud. Si j'ouvre une borne nœud, pareil, le prix est au-delà des contextes. Donc là, clairement, je suis déjà au-delà des contextes en hebdo. Qu'est-ce que je vais utiliser comme référence pour la taille de canal de tendance? Celui-là de canal de tendance. Ça marche? C'est hyper important. Parce que si vous me prenez le trade de borne haute en daily, c'est beaucoup trop risqué pour ma part. Puisque vous avez le contexte favorable sur l'UT au-dessus. Si vous pouvez trader soit en daily, soit en hebdo, bah, c'est quoi la différence? C'est qu'en daily, ça peut marcher, mais votre stop loss, il va être beaucoup plus petit. En hebdo, il est beaucoup plus grand, donc il tolère beaucoup plus de risques. Par défaut, choisissez toujours le moindre risque. Voilà. Donc si vous pouvez concrètement me trader la borne en daily, en hebdo, le plutôt sur l'hebdo. Et là, vous pouvez mettre 2% de risque sur l'hebdo, mais 2% de risque avec un stop loss sur le canal de tendance hebdo. Ça marche? Clair pour tout le monde? Là, normalement, il n'y a pas à se triturer le cerveau. Hein. C'est vraiment easy, easy, easy. Et encore une fois, le mec qui va m'intellectualiser ça sur DYDX, nope. La seule intellectualisation que vous pouvez me faire là-dessus, c'est juste de prendre en compte la dilution du supply. Parce que oui, il y a une grosse dilution de supply avec des grosses vestings sur DYDX. Oui, ça, de toute façon, règle numéro 1. Si c'est problème, regarde sur le time frame supérieur. Ok? Toujours essayer de trader le time frame le plus large qui peut incorporer la gestion du risque de votre range. Hein, je vous rappelle, on ne traite pas les ranges dans des ranges. Si vous avez clairement des évidences de range hebdomadaire, ne tradez pas le fucking range daily. Ça ferait aucun sens. Ça marche? C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous seriez capable de le faire en autonomie, DYDX? Normalement, oui. De toute façon, en toutes circonstances, quand vous analysez un graphique, bon, vous, au début, vous commencez avec les ranges, je veux toujours une zone d'achat et une zone de vente. Ça peut correspondre à deux stratégies différentes et parfois sur deux time frames différents. Mais vous devez toujours me trouver une zone d'achat et une zone de vente. Avec des conditions à remplir quand vous atteignez ces zones-là, hein, on est bien d'accord. Donc là, on l'a dit, la zone d'achat, elle serait là, mais il faut passer par là d'abord. Ça fait partie des conditions de la gestion du risque. La zone de vente, elle est là-haut et vous pouvez la trader one shot. Elle est déjà prête à être tradée si on y va. Et l'UT de référence, c'est hebdomadaire. On l'a vu,
l'UT de référence la plus probable pour le repli neuneux, ce serait plutôt en daily par contre. Voilà, voilà. Ok, il est 14 heures, j'ai encore 10 minutes pour vous, mais effectivement, j'ai la dalle pour être poli. Voilà, utilisez Spreezy, c'est votre pense-bête, d'accord? Personne n'est là pour contrôler vos connaissances, il n'y a que vous face à la stratégie. Donc, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'anti-sèche, c'est concrètement, je vous laisse le bouquin en permanence, utilisez-le. Voilà. Utilisez-le. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse un petit dernier en 10 minutes? Ou on se laisse là-dessus? Alors, pourquoi on n'est pas autorisé à trader sur les UT inférieures, AUT, GDR? Ouh là là là, attends. Les flux, ça vient après. D'accord? Pour moi, flux égale maîtrise du contexte de base. Donc, dans l'ordre, vous apprenez à me trader ces fucking range. Ok? C'est la base. Si vous sentez que vous êtes vraiment à l'aise et que vous voulez me sauter l'étape de la pratique pour compenser les biais, dans ce cas-là, je veux que ce soit fait de manière consciente, c'est-à-dire je marque sur un papier, j'ai bien conscience que j'essaie d'avancer plus vite et que du coup je risque de me confronter à tous les biais d'un coup plus tard quand je ferai de la tendance, etc. Ok? Mais normalement, encore une fois, si vous avez déjà de base pratiqué pas mal en replay, normalement l'impact des biais ne doit pas être trop fort. Puisque je vous dis, le but des règles de structurer le trading, c'est normalement de réduire naturellement les biais sans que vous ayez même à y prêter attention. Normalement, l'application de la stratégie neutralise les biais en elle-même. Mais je préfère toujours m'en assurer, c'est-à-dire je préfère que votre première expérience de trading réel d'un contexte soit faite avec des petits montants pour que vous puissiez prendre du recul sur les biais parce qu'ils vont se produire. D'accord? Personne n'est neutre au trading. Le fait de pratiquer en argent, en replay ou sans argent, c'est beaucoup plus facile. Et vous verrez que malgré une bonne maîtrise de ces structures, quand vous allez y être confronté en argent réel, vous ne pourrez pas lutter, les biais vont arriver. Mais si vous en avez conscience, parce que vous avez déjà vu des vidéos qui vous préparent à l'apparition de ces biais, au lieu de les subir de plein fouet, vous allez dire « Ah ouais, c'est vrai que je le ressens, putain, c'est chier. Mais je le sais, donc je n'agis pas. Je ressens, mais je n'agis pas. » Eh bien, on peut faire Chainlink, ça, il n'y a pas de souci. Pareil, Chainlink, en termes de range, il y a du boulot. Hein. Donc, mais j'espère que c'est clair pour ça, ok? Donc, pour l'aspect psycho, c'est vraiment important aussi sur ce truc-là. Ok? Cherchez tout de suite à aller pratiquer, là, de me dire, ouais, mais du coup, quand j'ai trouvé le range, mais que le range, il est mensuel ou hebdo, etc., ça me fait chier. Moi, j'aimerais pratiquer, j'aimerais trader maintenant. Donc, est-ce que je peux pas aller UT -3, -4, -5? Nope. D'accord? C'est l'erreur number one. Vous pensez encore une fois que le trading, vous pourrez vous considérer que vous êtes trader quand vous gagnerez de l'argent. Putain de merde, enlevez ce truc de votre tête. Ok? Vous serez trader quand vous aurez maîtrisé une stratégie d'abord et que vous aurez maîtrisé les biais d'application de cette stratégie ensuite. Et là, vous pourrez exposer votre capital sereinement et gagner de l'argent pour pouvoir dire à vos proches que vous gagnez enfin de la thune. Mais la plupart du temps, c'est un vieux biais de merde, c'est parce que tu veux prouver à tes proches que t'es bon. On s'en balèque, d'accord? Quand tu fais un bac plus 5, est-ce qu'on te demande de gagner de l'argent? Non, putain, les études, tu dépenses de la thune et tu ne gagnes rien. Et tu passes un temps fou à apprendre ça, et ça te paraît normal. Et pourquoi le trading, ce serait différent? D'accord? Le trading, c'est pas une activité à temps plein. Vous ne devez pas passer votre journée à apprendre le trading, fucking hell. Enfin, je veux dire, 1 heure par jour, ça suffit. Faites autre chose, bordel. Vous devriez avoir un job. Si vous avez 25, 30 ans, machin, et peu importe, putain, vous ne devriez pas avoir à justifier à vos proches pourquoi vous ne gagnez pas d'argent, parce que vous devriez être en train de faire autre chose, en fait. D'accord? C'est hyper important. Au moins un mi-temps où je m'en fous. Mais il ne faut pas imaginer que c'est le trading qui va payer vos putains de revenus, quoi. Je vous l'ai déjà dit, bordel. 200K pour espérer arrêter de bosser et vivre du trading. Et ça sous-entend que vous savez trader en plus de ça. Ce qui est franchement pas le cas au début. Donc, faut être raisonnable, les gars, merde. Non, mais ça peut descendre à 50K si vous savez trader avec une belle gestion du risque et des stratégies avancées. C'est-à-dire, pour vivre avec... Oh, bon, on va faire simple, d'accord? Un humain normalement constitué, si on enlève les taxes, il faut que vous fassiez 40K de bénéfices à l'année, d'accord?
Je vous dis, le maximum que vous pouvez prétendre en ayant une gestion du risque professionnelle, c'est-à-dire le niveau expert ici, c'est 100% de bénéf. D'accord? Vous allez difficilement faire plus que ça, ou alors vous allez prendre des leviers et vous êtes sûr de mourir. Donc, si tu ne peux pas gagner plus de 100% et qu'il faut sortir 40 000 balles minimum, bah, tu comprends qu'il faut avoir au moins 50K. Mais en plus de ça, il faut trader avec un niveau expérimenté, ce que tu es très loin d'avoir. Donc, la gestion intermédiaire, elle va vous faire un 40-50% par an. Donc, 40-50% par an, t'enlèves les taxes, voilà pourquoi il faut 200K. Merde, c'est juste des maths. Hein. Je sors pas ces chiffres du chapeau. Si vous comprenez ça, que vous comprenez les mécanismes que j'essaie de vous apprendre, faites juste les maths et vous comprendrez que c'est juste pas possible de faire autrement. La seule variable d'ajustement là-dedans, c'est le levier. Ça veut dire, au lieu d'écouter les règles et de dire 1-2% par trade, tu décides de faire 4-5. Vas-y, fais-le. Tu verras la résultante. Et oui, mais le pire, c'est que si vous avez un capital relativement limité au début et que vous me fumez la moitié, voire tout ce capital, il faut tout reconstruire derrière. Tout, tout, tout. C'est affreux le travail, d'accord? C'est comme vous le voyez en crypto, quand tu détruis 80% d'une market cap, tu te rends compte du rendement qu'il faut faire pour revenir à break-even? Putain, protégez-le moi, ce capital. Protégez-le, bordel. C'est la chose la plus riche et la plus importante que vous ayez. Le reste, c'est que des choses à apprendre. Mais avant d'essayer de trader, bordel, pensez à me préserver ce capital, putain. Ok, ah oui, donc Link, on avait dit un petit tour et après on s'arrête. Alors, Link, le breakout n'est pas encore fait, donc pareil. Ok, gestion du risque. Je vais chercher le time frame le plus large. Bon, le mensuel, c'est coquet. D'accord, là, clairement, c'est le bordel. J'ai 3 boîtes de contexte, elles sont toutes pétées. Qu'est-ce que je fais? Bien sûr, voilà, j'achète et je réfléchis pas. Non, ok, je redescends d'un cran. On comprend bien que là, le mensuel, je peux pas faire, je peux pas faire grand-chose, quoi. Je vois bien ici un début de moyenne et un contexte au-dessus. Donc, je dirais effectivement, c'est plutôt haussier en mensuel. Mais bon, là, quand même, toutes les boîtes sont pétées. C'est un peu compliqué. Donc, on va plutôt revenir sur quelque chose d'un petit peu plus rationnel. On descend d'un cran. Ok, ici, est-ce que je peux faire quelque chose? Qu'est-ce que j'ai comme contexte? Rappel, l'analyse d'un contexte, c'est pas lire de gauche à droite, c'est regarder où je suis et regarder la moyenne par rapport au contexte. Ma moyenne, elle monte légèrement, elle n'a jamais été baissière d'ailleurs, mais elle monte toujours et j'ai des contextes vendeurs. Et j'ai la moyenne qui est plutôt en bas des contextes. Donc, qu'est-ce que c'est comme contexte? Non, non, là, vous ne savez pas. Je ne veux même pas vous voir analyser ce qu'il y a avant. D'accord? Là, vous vous dites juste, déjà, j'ai ça. C'est-à-dire, j'ai une moyenne qui monte sur le bas du contexte, mais j'ai un contexte vendeur. Non. Une moyenne qui monte sur le bas d'un range, si c'est un range, c'est forcément un range tendanciel. Déjà. Donc, on sait déjà que ce truc n'est pas neutre. Premier truc. OK? À partir de là, si je sais que ce n'est pas un range neutre, c'est soit un range tendanciel, soit il y avait une tendance et voilà, d'accord? Mais comme la moyenne, elle est revenue à l'intérieur des contextes, je ne suis plus en tendance, je suis en range tendanciel au mieux. Maintenant, je vais dans l'historique pour voir si j'ai une structure de tendance qui précède. Là, en l'occurrence, je ne vais pas vous la faire en 1000, vous n'en avez rien à foutre, puisqu'ici, on fait que du range. Donc, il y a eu une séquence de tendance, mais elle n'est pas bien propre, c'est un peu le foutoir. Mais peu importe, d'accord? Vous, tout ce que vous captez là-dedans, c'est range haussier. Donc, range haussier, qu'est-ce que je sais du range haussier? Alors, je vous rappelle, l'objectif d'une contextualisation, c'est de trouver le time frame sur lequel je peux faire le travail le moins merdique. On est pour l'instant sur ce qu'on peut faire de mieux. On a identifié le contexte. Pour l'instant, ce serait range acheteur, puisque vous ne savez pas analyser les séquences de tendance et je ne veux pas en savoir plus. Vous savez juste qu'ici, il y a eu un truc tendanciel, puisque clairement, les boîtes de contexte se sont largement déplacées au-dessus des contextes.
même si c'était excessif. Donc, vous ne savez pas ce que c'est que ça, vous savez que c'est un peu excessif, mais qu'il y a eu une forme de tendance. Donc, premier truc, troisième borne, d'accord? Là, bam, vous savez qu'il y a une zone de gestion ici, c'est clair, net et précis, d'accord? Elle a déjà été traitée et elle a été vendue. OK? Donc, vous avez affaire à un range qui est précédé d'une forme de marché directionnel, on va dire ça comme ça. Donc, il y a forcément une troisième borne, vous me l'identifiez tout de suite. OK. Cette zone de vente que vous connaissez, elle a déjà été traitée, d'accord? Puisqu'elle a été troisième borne plutôt vendeuse, puisque ça réagit à l'intérieur du contexte et que ça casse le point bas précédent. Donc, vous avez eu une troisième borne de range vendeuse. OK? À partir de là, vous avez identifié que le positionnement de la moyenne relatif au contexte actuel, ça sent plutôt le range acheteur. Comment on fait là? Parce que donc j'ai une troisième borne vendeuse et maintenant on me dit range acheteur. C'est chelou comme truc, j'ai les deux qui se contredisent. Alors oui, on peut tout à fait maintenant revenir sur le time frame plus 1, si ça ferait du sens. Ben non, quelle est la différence? C'est que tout à l'heure en mensuel, si tu analysais en mensuel, bah, tu étais dans la merde, il n'y avait pas d'infos. Là par contre, en étant en hebdo, là tu as deux informations qui se confrontent. Ta stratégie vendeuse, elle a déjà été exploitée, c'était une troisième borne, elle a déjà atteint ses objectifs. Pour ta stratégie acheteuse, tu sais que ça ressemble à un range acheteur, mais concrètement ici, tu es dans la merde, le range est déjà mature. Et tu sais qu'un range acheteur, normalement, bah, c'est des creux ascendants et ça paye sur un sommet. Ça paye dans le contexte. Donc, qu'est-ce que tu fais? Effectivement, pour ma part, ici, la moins mauvaise des solutions, c'est de remonter d'un cran avec cette information. Ah tiens, est-ce qu'on n'est pas dans les contextes acheteurs avec des signaux de tendance? Et oui, ça marche. Mais si tu viens pas en hebdo d'abord, pour moi ici, tu vas en finger in the nose, c'est-à-dire que tu m'inventes un truc que tu sais pas quoi. Maintenant, tu vas en hebdo, tu vois qu'il y a eu une séquence de tendance, belle ou pas belle, tu vois qu'il y a une troisième borne, qu'elle a réagi, tu vois que tu as un range mature, mais que tu as tous les éléments d'un range haussier. Bah, tu vas sur l'UT supérieur et là, ah, magie, bah là, tu as tous les éléments pour faire ton range haussier. Qu'est-ce qu'il fallait payer là, Chainlink? Oui. Elle est où la gestion du risque? Taille du canal de tendance. 0. D'accord? Donc là, le risque, c'est spot. Ça marche pour tout le monde? Objectif. Un nouveau plus haut et au-dessus du contexte résistant. Terminé. Bye bye. Bye bye. Où est la gestion du risque? C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Canal de tendance et après, ralliement du sommet précédent. Point, 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 point. Tout le reste, allez me jeter ça à la poubelle. D'accord? On s'en bat les couilles de savoir est-ce que Link c'est génial, est-ce que c'est pas génial. Vous faites déjà ce travail seul en autonomie et vous gagnerez de l'argent dans les marchés. Point. Ok? Quel est l'avantage en plus de ce truc? Regardez le risk-reward. D'accord? C'est pour ça que je vous dis souvent qu'il y a une asymétrie dans le trading, c'est-à-dire qu'il vaut mieux acheter que vendre. Ok? Parce que là, de toute façon, vous savez que vendre, vous savez ce que vous perdez au maximum. Là, en l'occurrence, ici, c'est 100%. D'accord? Donc là, bah, malheureusement, si tu achètes X machin, tu perds tout. Voilà. Ce que tu risques là, c'est tu perds tout. Par contre, tu sais que l'upside potential, d'accord, le risk-reward ratio, c'est pas 1 pour 1 ou 1 pour 2. Tu sais que dans les ranges acheteurs, d'accord, réouverture de mon contexte, dans les ranges acheteurs, ok, dans les ranges acheteurs, je sais que normalement, mon risk-reward, ah merde, je vous l'avais marqué, mais tant pis. Voilà, le risk-reward, c'est 1 pour 1, 1 pour 2. Donc dans le range tendanciel, normalement, vous êtes sur bien du 1 pour 2. C'est-à-dire vous allez normalement gagner plus que ce que vous aviez risqué à la base. C'est un peu l'objectif. Là, vous auriez quasiment 4 pour 1, rien qu'à la confirmation. Et normalement, vous devez récupérer les profits sur un nouveau plus haut, en clôture au-dessus des contextes, etc. Tutti quanti. Normalement, ici, vous avez pratiquement 6 pour 1 de risk-reward. Fucking good trade. Ça veut aussi dire que celui-là, il a peut-être plus de chances d'échouer aussi. Bon, quand en plus de ça, vous creusez un peu sur l'actif en question et que vous comprenez qu'il n'y a pas la moindre compétition à Chainlink et qu'il en faut un de toute façon à cette place-là, comprenez que le risque que ça aille à 0, c'est quand même peu probable. Donc il y a peu de risques que ça aille à 0 et vous avez un risk-reward de 6 pour 1. Il est où? Il est où le problème?
Puisque là, concrètement, je viens de vous donner la stratégie pour devenir millionnaire. Il est où le problème? Le problème, c'est qu'il faut acheter spot déjà, et que vous ne pouvez pas me miser tout votre portefeuille sur ce truc-là. Si vous misez tout sur Chainlink et que ça foire, vous allez faire quoi? Vous allez venir et me dire « Ah putain, Phil, il a rien compris, c'est un connard ». Mais oui, non, moi, le truc, je t'ai dit, ça marche sur 100 trades, ça marche pas sur 1. Voilà. Donc après, tu peux me bourrer le mou avec tous les trucs du genre « Oui, mais tu m'as dit que Chainlink, on en avait besoin, etc. » Oui, c'est bien, mais si tu as misé la baraque là-dessus, c'est pas mon problème. Non? D'accord? Maintenant, est-ce que d'un point de vue allocation de capital, c'est sexy comme trade? Putain, mais oui, parce que pour le même risque que vous prendriez sur n'importe quel contexte similaire, vous avez ici un reward de 6. Et pour moi, ça vaut carrément le coup de jouer le coup. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on y met 30% de capital et des effets de levier? Pas possible. Le risque, c'est que clairement, ça marche pas et ça va à zéro. Hein. Il ne faudra pas chialer. Bon, en plus de ça, l'avantage, c'est que vous avez des rewards. Donc tu capes, tu peux gagner un peu le truc. Bon, maintenant, c'est la même finalité. Si tu gagnes des rewards en Link et que Link va de toute façon à zéro, tu peux gagner tous les rewards que tu veux. Hein. Mais bon, voilà, bref, on va pas refaire la musique. Bon, voilà, Chainlink, vous avez compris la démarche. Donc, je cherche la time frame de référence. Même si des fois, je recule pour réavancer, c'est pas un problème. L'avantage, c'est qu'en ayant reculé, j'ai récupéré une information clé qui m'a permis de structurer ce que je pouvais pas structurer au pifomètre sur le time frame initial. Non, 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 oublie. D'accord? Tout est possible, mais encore une fois ici, peu probable. Donc, tu sais ce que tu risques, et à partir de là, tu prends le risque. Tu es payé pour prendre ce risque. Tu gagneras 6% si ça marche. Tu sais où tu vas, tu connais toutes tes zones de gestion intermédiaires. Comparé aux autres qui vont te faire des plans sur la comète de machin, ceci, cela, toi, tu as une gestion dynamique, c'est-à-dire qu'il y a un facteur temps, d'accord? Ce canal de tendance, tu ne connais pas la formule, mais globalement, bon, tu vois un peu la forme de linéarité, donc tu comprends que dans le temps, tu as un truc un peu comme ça. Tiens, alors ceux qui n'ont pas les indicateurs, comment on fait là pour tracer ça? Je vous rappelle, vous ne devez pas me la faire au doigt mouillé. Hein. Là, il n'y a pas de trendline, donc ce truc-là, d'accord? C'est comment on fait quand on est en train de chercher l'opposition à une tendance. D'accord? Toujours pitchfork. D'accord? Vous avez deux méthodes dans la strat. Pour ceux qui n'ont pas les indicateurs, je veux voir des canaux de fucking tendance, donc des trucs parallèles, ou des pitchforks, et rien d'autre, et des fibos. Mais donc là, c'est clairement pas un canal de tendance qui va vous donner cette ligne-là, d'accord? Puisque ce canal-là n'existe pas. Donc c'est forcément une pitchfork. Donc là, vous me foutez la pitchfork, point bas, point haut, point bas, et voilà. Ok, normalement, vous devez avoir cette pitchfork, vous me la foutez en inside. Et voilà. Ok? Donc vous, ça va être, qu'est-ce qui se passe quand on va là-haut? Ici ou là, peu importe le temps qu'on met, hein, qu'est-ce qui se passe? Alors, pardon, vous, le point bas, il n'est pas là. Il est là. Voilà. Ok, vous voyez que de toute façon, méthodo différentes, peu importe, on arrivera tous à la même machine. Ok, donc dès qu'on touche là, validation égale réduction du risque. Donc là, vous pourrez mettre un stop loss. Et pas avant. Vous pourrez faire un petit TP si vous voulez, peu importe. Mais il n'y a rien à faire maintenant. Vous avez pris le risque sur Chainlink. Vous savez que vous risquez de perdre tout ce que vous avez mis dedans ici, puisque le stop loss est inférieur à 0. Et à partir de là, votre gestion, elle se fait là-haut et nulle part ailleurs. Le reste, vous n'en avez rien à foutre. C'est clair? C'est en mensuel. Donc, théoriquement, putain, vous regardez ce merdier une fois par mois et ça fera aussi bien le taf que tous les Mongols qui vous en parlent tous les jours. Ok? Moi, le premier, je m'en tamponne de savoir à quel moment ça va breaker Chainlink ou pas ça. Je m'en fous. Je sais juste que moi, je fais rien avant ces zones-là. Le bare minimum to me, c'est au moins 8 milliards de market cap. À 8 milliards, je commencerai à dire, ah, peut-être que je commence à regarder. Avant, mais rien à foutre. Comment ça, DCA? Ah non, 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 non. Non, là, c'est one trade, 2% de risque, 5 si t'es chaud. D'accord? Moi, c'est ma gestion hein, sur Chainlink. Je suis chaud parce que je pense que c'est un super trade, j'ai collé 5% de capital dedans. Voilà, mais j'irai pas à 12, 15, 20 sur Chainlink. Mais c'est un choix de gestion, tu vois, c'est de dire, normalement, la strat, elle ne m'autorise pas à plus de 2%.
Bon, moi, je monte à 5 parce que j'ai des raisons de le faire, mais je ne vais pas dans la stratosphère de 15, 20, etc. Nope. Mais bien sûr, j'ai des trades sur plusieurs années. Et oh, ça fait déjà un moment, moi, que je suis dans les cryptos. Hein. J'ai payé en 2019, hein, donc ça fait déjà 3-4 ans que je suis dedans. Et j'ai pas fini. Et ça me gêne pas du tout. Ah, j'en ai chié cette année, hein, enfin l'année dernière. De manger les replis de 80%, etc. Oui, je l'ai mal vécu. Mais je m'en bats les couilles. À aucun moment, ça n'a changé la stratégie. T'as toujours eu les vidéos, putain, pendant tout le fucking bear market. Je suis probablement le seul connard à vous avoir dit que c'était pas un bear market. L'avenir dira si j'ai été le vrai connard de l'histoire à raconter n'importe quoi. Mais moi, en attendant, j'ai confiance dans ma stratégie et je l'applique. Et ma stratégie, elle me dit que c'est pas un bear market, que c'est un pullback et qu'on va repartir comme des bœufs et que tous les gogols vont rester derrière. Et j'aimerais bien avoir raison, mais je m'en fous. Si c'est pas le cas, je connais mon risque et je suis prêt, je le prenais de toute façon. D'accord? La différence, c'est que moi, je suis serein, je dors le soir tranquille et je sais qu'en plus de ça, les probabilités, c'est pas 50-50. J'ai bien plus de chances de réussir que les autres. Et on verra à la fin et on fera les comptes à la fin. Ok, la différence, c'est que j'en ai rien à foutre des cryptos. Ça aurait pu être n'importe quoi. D'autres, je ferais pareil. Là, ce qui est cool en plus, c'est que je sais que c'est une révolution, ce truc. Donc, j'hésite pas à prendre un peu plus de risques et à surpondérer. Mais si vous croyez que je vais mourir demain si les cryptos vont à zéro, vous vous plantez. Mais total, hein. Moi, je m'en cogne. En vrai, ça me fera chier parce que j'ai dépensé beaucoup d'énergie et j'ai octroyé beaucoup de capital aux cryptos. Si elles se pètent la gueule, je vais clairement pas être content, mais je vais pas mourir du tout, hein. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et ça peut tomber du jour au lendemain. Je veux dire, là, les cryptos, elles tombent demain. Ça veut dire que j'ai même pas la capacité de m'adapter, etc. Tout va à zéro. Internet meurt, etc. T'inquiète, j'ai toujours du capital, hein. Bon, maintenant, si Internet meurt, on va être dans la merde parce que c'est le système bancaire qui tombe avec. Mais bon, bref. Parenthèse refermée. Donc, juste pour vous dire, ça peut tomber demain, ok, pour une raison X ou Y. Bon, c'est impensable, mais bon, imaginons. C'est pas grave. J'ai toujours du capital et je m'adapterai. Et vous devez avoir toujours en tout temps ce truc-là, ok? S'il y a un trade qui peut vous tuer, c'est que vous allez mourir de toute façon. C'est peut-être pas ce trade qui vous tuera, mais c'en est un autre, ok? Vous êtes sûr de mourir dans le temps. Ça veut dire que si vous prenez un jour le risque de... Vous mettez en risque le capital, d'accord? 100% du capital sur 1, 2, 3 trades. C'est sûr que vous êtes mort. Pas aujourd'hui, mais ça viendra. Et c'est sûr et garanti. Et si vous jouez pour perdre, ça sert à rien. Autant pas jouer du tout. Parce que ceux qui montent aux étoiles pour redescendre après sur la terre ferme, c'est des timbrés, après ces gens-là. Des vrais timbrés. Ça devient des fils de pute sans nom. Ils vont arnaquer des gens pour essayer de redevenir riches, etc. Enfin, c'est l'enfer, d'accord? Donc ne prenez jamais cette décision de monter fort si vous prenez le risque de redescendre aussi fort derrière, d'accord? Vaut mieux monter doucement, sainement, pas arnaquer des gens au milieu, de préférence, et surtout pas vous mettre en porte-à-faux, d'accord? Si c'est gagner pour perdre, je vous assure que vous finirez par perdre. Donc, à ce moment-là, vaut peut-être mieux pas commencer à gagner pour tout perdre derrière. Ce serait débile. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je vous formerai ici. C'est de toute façon comme ça que je vous forme déjà depuis des années. Euh, et grand bien vous fasse, si j'arrive à vous former, j'en serai que plus heureux. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai la dalle. Je vous laisse. Je vous ai prévu une vidéo sur l'écosystème Cosmos encore. Faut que je fasse la version week-end cet après-midi. Et puis voilà. Le marché américain sera très intéressant d'ailleurs cet après-midi aussi, si vous voulez. Parce qu'on a de beaux ranges qui vont se former. Enfin, si je dis pas de conneries. Quoique, ah bah non, on continue de monter. Mais bon, voilà, bah là pareil, hein, vous savez qu'on va choper la troisième borne hebdo. Enfin, vous connaissez le deal. Donc pareil, là aussi on attend. Hein, je sais que tout le monde est là. Oh non, mais le marché monte pour de mauvaises raisons. Ah, qui me font rire. Voilà, putain, merde, troisième borne, vous savez qu'on y va, point barre, terminé, comment, pourquoi, on s'en bat les couilles. Tout ça, c'est pour faire parler les cons, ok? Vous savez qu'il y a eu une tendance, vous savez qu'on va chercher la troisième borne, c'est pas une certitude, mais vous savez que les probabilités, c'est pas 50-50. À partir de là, arrêtez d'écouter les gens qui blablatent. C'est pas avec de l'information que vous serez plus efficace dans le marché. Mais par contre, avec une gestion du risque, oui. Donc, commencez par ça, oubliez les infos. Quand vous êtes dans des contextes de range, vous prenez pas trop la tête. Ça marche?
C'est la structure de coordination à l'intérieur de l'écosystème. Je démonte un peu le narratif de pourquoi le Cosmos Hub et Osmosis se mènent la bataille, parce que c'est débile, de toute façon, à terme, ils vont coexister. Donc j'essaie de vous expliquer ça de manière rationnelle. Je vous la mets en ligne, peut-être que que la semaine prochaine, parce qu'il faut que je trouve le temps d'enregistrer en anglais, et ce sera clairement pas cet après-midi. Voilà. Allez, ciao, ciao!